En gros, on leur dit nous on est ok pour continuer, mais on continue tous les trois. Et pas si vous nous mettez quelqu'un qui vient de nulle part pour prendre la direction de la boîte, quoi. Là, on est en train de la remettre à plat. Du coup, ils disent ok, banco, et on reprend la direction de la boîte à trois. Et ça, c'est plutôt une des expériences assez incroyables que j'ai vécues. Le Bon Coin, c'est un terrain de jeu qui est assez fou. À peu près un Français sur deux qui se connecte par mois, quoi. Donc quand tu mets en prod une fonctionnalité, t'as des frissons, il se passe des trucs, quoi. Le produit, c'est l'équipe. Tout le monde pense qu'on fait des produits logiciels. Moi, je fais des équipes qui font des produits logiciels. Et donc voilà, mon produit, celui que je fais, c'est de faire des équipes ou des équipes d'équipes. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Hervé Lourdin, qui est le CTO de Batch. Merci Hervé d'avoir accepté l'invitation. Et c'est moi qui te remercie, Pierre. Je vais commencer le podcast par un petit remerciement à Jean-Fabien Hennequin, qui est notre directeur d'agence de Lyon et qui nous a gentiment mis en relation. Tu l'avais connu d'une époque passée quand tu étais chez Octo. Exactement. Et par ailleurs... on n'était peut-être pas loin de se rencontrer par ailleurs, parce que moi j'ai rencontré Antoine Guénard sur ce podcast, donc qui était CTO de Batch. Et quand je l'ai rencontré et qu'on a enregistré ensemble, ce qu'il me disait, c'est là mon boulot c'est tous les 12-18 mois de m'auto-virer de là où je suis. Et il était en phase d'auto-virage. A priori, il a réussi. Voilà, apparemment, il a réussi. Et j'ai hâte on en reparlera un peu plus tard sur justement les chantiers que tu mènes chez Batch. Et pour information, je ne sais pas si je t'avais dit, mais il m'avait conseillé suite à son enregistrement, il m'a dit tu devrais essayer d'enregistrer avec Sacha Morard et Hervé Lourdin. Et il n'avait pas du tout idée à ce moment-là. En tous les cas, vous n'aviez pas passé d'entretien, donc je trouve que apparemment, il a écouté son propre conseil, quoi. Donc c'est rigolo. Il a essayé de faire ça et a priori ça a plutôt bien marché puisque j'ai le plaisir d'avoir rejoint Batch maintenant il y a presque un an. C'est ça. Eh ben écoute, merci d'être là. Peut-être avant de parler de Batch et des chantiers que tu mènes depuis un an, est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, puis revenir sur quelques temps forts, tournants, périodes qui ont marqué ta carrière. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Hervé Lourdin. Je travaille dans la tech depuis quelques années maintenant. Plus de 20 ans, ça commence à dater. Et donc ça veut dire plein d'histoires et de cicatrices de guerre sur le corps, probablement. Et visuellement, ça ne se voit pas. Ça va pour l'instant. Ni les cicatrices, ni les 20 ans. On essaie de tout planquer. Non, mais plutôt une chouette histoire. Moi, j'ai fait partie de... J'ai eu une énorme chance avec tous mes potes d'enfance. C'est que moi, j'ai su très très tôt que je voulais bosser dans l'informatique. Pour une raison pas très très claire, pour être honnête, mais la rencontre avec l'objet informatique a été tout de suite très forte et j'ai eu très envie de bosser là-dedans. Donc à l'époque, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire plus tard, quoi. Tous mes copains cherchaient un peu. Moi, je dis moi c'est fait, je sais. Et donc je me suis jeté un peu très très rapidement dans le sujet après le bac et j'ai choisi plutôt des formations assez professionnalisantes. Donc ça m'a permis d'essayer pas mal de métiers dans l'informatique. J'ai commencé ma carrière plutôt dans le hardware chez Sun Microsystems à faire des archis de haute dispo et de storage distribué. Et c'était plutôt dans un volet assez avant-vente et assez rapidement, j'ai eu envie de retrouver un petit peu le goût du software, qui était ma formation d'ingénieur initiale, on va dire. Et je me suis essayé du coup à faire des missions dans l'écosystème des ESN, autrefois appelés CS2I. Et après avoir passé quelques années à faire des missions et des forfaits un peu transpirants, pour être
politiquement correct. T'as eu des forfaits transpirants? Ouais, des forfaits un peu durs, quoi. Des trucs où on a des timings un peu serrés et on n'est pas toujours super fier de la qualité de ce qui en ressort, pour être honnête. Ça m'a beaucoup travaillé. Et puis un copain un jour m'a dit viens avec moi, là, il y a une boîte dans laquelle tu devrais un peu te retrouver au niveau des valeurs. Je l'ai rejoint il y a quelques années, ça s'appelle Octo Technologies. Et du coup, je les ai rejoints en 2005. Et j'y suis resté plus de 10 ans. Je vais juste revenir sur la partie forfait. Du Ouais. coup, ça t'a vacciné? C'est quelque chose que tu Non, te dis... c'est pas. Ce qui m'a vacciné, c'est. Enfin, c'est pas tant que ça m'a vacciné, c'est que ça a permis de valider que c'est un jeu de dupes et qu'il faut trouver d'autres façons de l'aborder, en fait. Et que le facteur nominal, enfin, la seule condition de succès d'un forfait, c'est d'instaurer une relation de confiance avec la personne avec qui on le fait, parce que sinon, c'est un. C'est un grand jeu de je te tiens, tu me tiens pas la barbichette par le contrat voilà, et par la petite ligne qui dit que c'est ça. on a bien spécifié le machin, quoi. C'est ça, parce que quelques années plus tard, on aura trouvé des façons un petit peu plus élégantes de faire des forfaits. Euh, mais c'est toujours extrêmement fragile, notamment quand la relation n'a jamais existé. Si c'est vraiment le début d'une nouvelle relation entre un client et son fournisseur, ben, globalement, le contrat a une espèce de défiance par défaut. Donc il faut très vite ben, montrer que c'est pas du flanc, quoi, et qu'il se passe quelque chose qui mérite la confiance mutuelle. C'est la qualité qui est a priori Je pense que c'est la qualité. qui est sacrifiée, qui Non, peut non, être non. Alors, sacrifié le oui. plus vite. Oui, je pense que quand on démarre mal, ce qui va être sacrifié, c'est la qualité, probablement. Ce qui est, à mon avis, bah, la plus grosse des erreurs, puisque comme la seule condition de succès, je pense, d'un forfait, c'est la relation de confiance entre la personne qui emprunte vos services et celui qui les rend. Si la qualité et la marge de manœuvre, en fait, à un moment donné, on se prend le boomerang en pleine figure, quoi. Puisque bah, la confiance sera évidemment trahie, parce que personne n'a envie d'avoir un mauvais ouvrage devant lui ou quelque chose qui est rempli de bugs. Non, la conclusion, mais je fais un fast-forward sur le reste de mon expérience, c'est la qualité n'est pas un sujet de négociation et il faut toujours mieux négocier le périmètre que la date, quoi. Ok, et toi du coup tu fais plutôt avec des équipes en interne ou avec de la régie plutôt qu'avec du forfait, quoi. Ouais, alors je pense qu'il y a des cas intéressants dans lesquels le forfait peut se creuser. Il s'avère que depuis que j'ai traversé le miroir du conseil vers un job de CTO, j'ai plutôt fait par moi-même, fait appel à très très peu de prestations ou alors du renfort ponctuel, le temps de faire du recrutement dans ce fabuleux marché si simple, mais pas d'externalisation de forfait. Non, j'ai pas eu besoin de faire appel Ouais, à ça. ok. Bon, je t'ai coupé, t'en étais à un de tes tournants chez Octo, quoi. Ouais, tournant important, après avoir passé quelques années à faire des projets dans le monde du service, j'ai eu la chance de croiser Octo qui a du coup m'a recruté, et c'était plutôt un grand virage pour moi, parce qu'une des premières fois je croisais une société de service qui avait envie d'être en plein accord avec ses valeurs. C'était un peu surprenant quand j'y suis entré, parce que j'ai rencontré des gens avec un niveau d'expertise assez violent. Et je me suis même dit, mais je sais pas si je vais rester, je sais pas si moi je vais avoir un truc à leur apporter au début, quoi. Et C'était quelle personne t'ont mis une claque, quoi, en arrivant? oh, c'est difficile à dire, il y a vraiment énormément de personnes, hein. Si je donne des noms, je vais en oublier fatalement, quoi, mais non, les fondateurs, certains consultants qui avaient des gros niveaux d'expertise. En fait, pour être vraiment très très clair, juste tout le monde, quoi. C'est-à-dire que parce que le pari de cette boîte était de faire du conseil sans pipeau et en faisant. Donc du coup, il y avait des gens qui étaient des faiseurs invétérés et qui avaient un gros niveau d'expertise. Et plus tard, je réaliserai, je conscientiserai le fait que ce qui fait que ça marche, c'est que tout le monde apporte quelque chose que l'autre ne sait pas forcément faire, et ça crée un équilibre fort où tout le monde apprend des trucs avec chacun et partage. Donc non, un gros niveau qui fait que du coup, il faut trouver un peu sa place dans l'édifice, ce qui est plutôt sain, même si le début est un peu chaotique, quoi, où on a envie de savoir comment on va aider. Et moi, j'avais un parcours un peu étrange, c'est que j'ai plutôt toujours été un généraliste que un expert.
Donc quand on en est plutôt au début de sa carrière, c'est pas ouf comme position. Parce que c'est l'expertise souvent qui fait qu'on on prend un peu de confiance. Moi, tout m'intéressait, mais j'étais pas une brute sur un sujet plus particulier qu'un autre, quoi. Et du coup, tu as eu ce petit sentiment de difficile de trouver sa place. Ouais, je savais pas trop en fait. Et puis, bon, bah, de fil en aiguille, moi je suis rentré en tant qu'architecte de système d'information, donc du conseil sur plutôt des boîtes de très grosse taille ou sur des boîtes qui faisaient de la fusion-acquisition. Et là, on s'aperçoit que du coup, c'est pas tout à fait la même expertise qu'on cherche, quelque chose justement plutôt en largeur, pour essayer de voir un petit peu comment les choses s'interconnectent les unes aux autres. Et là, j'ai découvert que ce vernis général que j'avais sur un peu tous les sujets de la tech était plutôt à mon avantage dans cette situation-là. Et puis, bah, pas à pas, j'ai trouvé un peu mes marques. Et le vrai gros virage, c'est quelques années plus tard, je rencontre deux personnes qui ont un peu été des grands instigateurs de l'agile chez Octo, en la personne de Emmanuel Gaillot et Christophe Thibault, qui ont pratiqué à l'époque ces méthodos qu'on appelait plutôt Scrum ou surtout XP à l'époque. Et en vrai, c'était proposer de faire de l'extreme programming chez nos clients. En fait, on le disait pas parce qu'on passait pour des punks, quoi. C'était pas possible, un truc où je sais pas, enfin, il y avait les pratiques étaient pas prêtes à ça. On était encore dans un monde où le cycle en V et les specs techniques ultra détaillés étaient le credo, quoi. Et puis on s'est dit, ben, c'est quand même marrant, mais quand on travaille avec une interaction plus forte, qu'on a des process beaucoup plus itératifs, qu'on discute plus fortement les uns avec les autres, qu'on utilise certaines pratiques de développement menées par les tests, etc., on réussit un peu mieux les projets. Comme j'avais quand même eu 2-3 forfaits un peu sympas qui laissaient des traces de ce que ça voulait dire foirer un forfait. Là, je voyais plutôt le côté clair des choses et j'y ai vraiment trouvé une nouvelle façon de faire. Ça, c'était un gros virage pour moi. Parce qu'après, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça sur les projets dans lesquels je vais intervenir. Mettre en place, de changer l'orga, mettre en place de l'agilité. Alors, à ce moment-là, les problématiques d'orga n'étaient pas encore celles auxquelles je m'attellerais après. C'était plutôt... déjà, on était tous assez préoccupés à l'idée de faire une petite équipe projet qui allait fonctionner. Donc, colocaliser les gens. J'imagine que tu as connu ça, mais c'est ces endroits où tu vois, il y a le building avec les cols blancs et le building avec les cols bleus, quoi. Tu vois, la maîtrise d'ouvrage est à un endroit, le business en est encore à un autre, et puis un peu dans une cave un peu obscure, il y a les techs qui font un logiciel, et nous on disait, bah oui, mais en fait, il faut qu'on se mette tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas, il faut qu'on se parle. Et donc, ouais, j'ai voulu vivre ces moments-là, qui étaient plutôt très très chouettes. Et je l'ai répété plusieurs fois sur des projets, c'était plutôt en succès, tout le monde voyait que ça marchait mieux quand on faisait ça. On réussissait à mettre de côté ce mauvais débat sur le forfait en fonction de si on jouait dans des terres où on avait justement un climat de confiance ou pas. Et puis de fil en aiguille, moi, ce qui m'obsédait pas mal, c'était de démontrer que finalement, cette approche de faire du logiciel, c'était pas quelque chose réservé à des projets de 5-6 personnes, quoi. C'était quelque chose qu'on pouvait faire avec plus de monde sur des plus gros projets. Donc j'ai cherché des projets plus gros. Tu as cherché ? Ouais, j'y ai contribué, ouais. On était assez en connexion directe avec le business, en fait. À un certain niveau de seniorité, on allait en clientèle T'allais régulièrement. chercher. Ouais. Prospection, c'est peut-être un mot fort, mais... Ouais, j'en ai fait tout seul, c'est pas vraiment le truc qui m'éclate, mais de faire des appels dans le dur, ça c'est plutôt vraiment les commerciaux qui le faisaient, mais par contre on allait régulièrement ensemble pitcher la façon dont on a travaillé et les typologies de projets. Ouais, des avant-ventes, quoi. Ouais, des avant-ventes, et on a toujours été assez connectés avec le business parce qu'on savait que c'était là où en fait on pouvait choisir de faire un projet qui allait nous plaire versus celui dont on hériterait mais qui nous plairait pas, quoi. Et comme la boîte a toujours été très focalisée sur ça, quand tu as envie de diriger des missions, tu vas en avant-vente et tu les orientes dans la direction qui fait que ça sera une mission dans laquelle toi et tous les collaborateurs qui vont monter vont s'éclater, quoi. Donc de fil en aiguille, j'ai pu attaquer des projets sympas jusqu'à un qui est assez marquant pour moi, qui est en 2009. Je fais un audit chez un client qui était en train d'essayer de sortir une nouvelle un nouveau produit chez lui dans le monde
des buralistes et vendeurs de presse qui s'apprêtaient à sortir une nouvelle version de produit, mais qui avait pas mal de symptômes qui lui laissaient penser que ça allait pas se faire tout de suite. Et quand il m'a dit alors, vous pensez qu'on va réussir à sortir à peu près on time, parce que les vendeurs attendaient la nouvelle version du produit. La chaîne de production du produit précédent s'était arrêtée, donc ils vivaient sur les stocks, et ça allait bientôt faire mal, quoi. Et ça fait partie des moments un peu particuliers du conseil. On a dû le regarder dans les yeux en disant ça va pas le faire. Non, ouais. ça va pas être tout de suite en fait. Ça va pas être tout de suite, c'est très très loin, il y avait plein de problèmes. En fait, ils avaient fait un saut dans le vide qui était assez vertigineux, mobiliser pas loin de 80 personnes avec de l'offshore sur 3 pays, enfin 4 avec la France. C'était un grand saut. Ils n'avaient jamais fait de web et de distribué. Ils n'avaient jamais fait d'agile dans ces proportions-là. Dans les faits, il n'y a pas grand monde qu'on avait fait à l'époque. Et donc, du coup, il nous a dit est-ce que tu voudrais pas mettre en œuvre les recommandations que vous nous avez faites, quoi, et prendre le job de CTO de transition. J'ai dit attends, je réfléchis. Parce que c'était un peu vertigineux. Puis je dis ok, on y va, quoi. Et à l'époque, j'avais. Donc là, tu as fait les précos. Ouais. Et ensuite, tu as pris la casquette. Ouais, de CTO. C'était la première fois que je la prenais. Le gars m'a dit là, on a un gros virage à opérer. L'ancien CTO est parti. Tu vois, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. Il était parti ou non, ça l'a fait partir? Globalement, la somme des signaux avant-coureurs que ça se passait très 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 mal ont fait que globalement, il est parti, quoi. Donc, ils allaient recruter un nouveau CTO pour aller exécuter tout ça. Et en fait, moi, je m'attendais pas forcément à ça. Mais ils m'ont dit le temps que est-ce que tu peux roll out les précos que vous nous faites. De toute façon, on pense que vous avez fait le bon diagnostic, donc maintenant, est-ce que vous êtes capable de le faire, quoi. Et on a dit oui. J'ai monté une équipe de personnes chez Octo. On a été dans chaque pays, former les gens, les faire réaliser les problèmes auxquels ils étaient confrontés, et puis commencer à redélivrer, quoi, parce que la machine était à l'arrêt. On mettait 3 semaines à builder une version. 3 semaines pour builder une version. Comme ça, là, ça sonne un peu long. Hein. Ouais, c'est un peu long. Ouais. C'est très 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 long. Et donc, on a vraiment remis un peu à plat toutes les pratiques. C'était quoi les pratiques où il y avait des écueils? Il y en a une première qui pourrait paraître assez contre-intuitive, mais je remets 2 secondes ma casquette de consultant, mais quand on commence à faire de l'itératif, souvent le réflexe c'est de se dire que vu qu'on n'est pas très très fort, on va faire des itérations plus longues, parce que si c'est très court, probablement qu'on va pas y arriver, quoi. Et eux, ils faisaient des itérations de 4 semaines, je crois, donc 1 mois, et chaque équipe ne suivait pas le même rythme d'itération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait aucun rituel synchronisé entre les différentes équipes. Donc pour se coordonner quand il y avait des dépendances, c'était l'enfer. Et ça veut aussi dire que les personnes qui s'occupaient de gérer les projets, concrètement, vu qu'il y avait, je crois, 3 très grosses équipes qui faisaient ces itérations en parallèle, en fait, 3 semaines par mois, ils étaient dans une salle fermée à discuter avec des gens à l'autre bout du pays pour faire de la planif. Et donc je les voyais pas, concrètement. Et donc voilà, le premier learning, c'est pas de grosses itérations, parce qu'en fait, ça dilue les boucles d'apprentissage. En fait, si on découvre qu'on a fait une erreur pendant le mois, en fait, il passera au moins 2, voire 3 mois avant de pouvoir injecter l'amélioration dessus, quoi. Donc il vaut mieux itérer très court pour apprendre très vite et réagir très vite, même si on n'est pas super expert dans la matière. Au contraire, on veut se tromper vite et apprendre vite et réagir vite. Et la deuxième, c'est je suis intimement convaincu qu'il faut synchroniser toutes les équipes sur le même rythme. Il faut qu'il y ait une cadence qui soit battue, une même pulsation, pour que les points de rencontre soient plus évidents quand il y a des interdépendances entre les équipes, et qu'on puisse réagir comme ça, quoi. Et donc ça, c'était une des premières choses qu'on a fait, qui a beaucoup changé la donne. Et puis après, on a plutôt remis les choses à plat, une intégration continue, un repo, de la qualité, des tests automatisés, un certain nombre de choses qui nous ont permis déjà de pouvoir construire le logiciel régulièrement. Et puis ensuite, après, de commencer à innover. Et là, on a fait... quand on est dans une situation critique, on a du coup des leviers qu'on n'a jamais habituellement. Et là, quand j'ai dit OK, par quoi on commence, ils m'ont dit je sais pas, t'en penses quoi? Et on a été voir les vendeurs, et puis on a dit OK, c'est quoi les prochains contrats qui vont être en renouvellement? Ils veulent quoi comme fonctionnalité, ces gens-là? Voilà, c'est celle-là par laquelle on va commencer. Et on a priorisé vraiment par de la business value
en monnaie sonnante et trébuchante, quoi. C'est quand les prochains contrats en renouvellement. C'est du concret, quoi. Ouais, c'était extrêmement concret, très. Et puis bon, bah voilà. Enfin, en plus, c'était assez marrant parce que c'était et dématérialisé et très matériel, puisqu'on parle d'une caisse enregistreuse, quoi. Donc maintenant, quand je vais dans un tabac ou dans une maison de la presse, je regarde toujours l'objet avec des yeux un peu différents parce que je le reconnais ou je sais comment il est fait. Et donc ouais, c'est des cycles un peu différents. C'est très très concret, quoi, comme métier. C'est assez marrant. Et je rebondis parce que là, pour le coup, c'est également contre-intuitif, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Tu nous dis, quand on est en situation de crise, on a plus de levier que quand on n'est pas en situation de crise. C'est quelque chose que tu as retrouvé. Ah oui. Ouais, toujours. Ah oui, bien sûr. Ben en fait. Alors il y a pas mal de gars qui l'ont théorisé, hein, mais le sens de l'urgence, c'est celui qui fait que on résiste moins au changement parce qu'en fait on sait que le changement est une question de survie à ce moment-là. En fait, s'il y a une crise, une vraie crise, c'est-à-dire celle où l'avenir de la boîte ou d'un produit en dépend. Ouais, si tu changes pas, t'es mort, quoi. Exactement. Donc en fait, plus tu as une near-death experience face à toi, plus il faut que tu choisisses, quoi. Et là, on parlait un petit peu de ça concrètement. On parlait quand même de force de vente qui possiblement n'aurait pas eu de produit à vendre, quoi. Donc du coup, on devait choisir. Et là, il n'y a plus personne qui est très hésitant, en fait. On se dit, bah ok, il faut y aller, il faut être pragmatique, il faut qu'on avance. Et puis, on peut pas mettre des mois et des mois à décider. En fait, il faut décider vite et maintenant. Donc ça, ouais, c'est des situations qui sont bien évidemment désagréables parce qu'elles ont un caractère dramatique. Mais en termes de projet, de changement, elles sont plutôt bénéfiques parce que bah, on y va et les gens y vont. Et pareil, tu sens une mobilisation des équipes plus intense naturellement en situation de crise? Ouais, dans ce projet particulièrement, quoi. Tout le monde comprenait que là il y avait un gros problème et qu'il fallait que ça change. Et une fois qu'on a partagé vraiment l'intégralité du problème avec tout le monde, zéro problème de mobilisation, quoi. Et à la limite, ceux qui avaient des doutes sont partis. Mais ceux qui avaient vraiment envie d'y aller parce qu'il y avait une aventure à faire et qui se disaient que de toute façon, ben, la seule façon de résoudre ce problème, c'est d'y aller maintenant et de le faire, ça donne des gens extrêmement mobilisés, quoi. J'ai vécu ça sur mes aventures ultérieures chez Vide Dressing. Dès lors où on est dans une situation de crise, les gens se serrent les coudes et deviennent extrêmement mobilisés, quoi. Chez Vide Dressing, c'était. Du coup, ça fait un pont. Ouais, allons-y. Bah, donc Vide Dressing, juste pour la petite histoire, je l'ai rejoint. En fait, c'était un peu au fil de mes passé cette expérience que je viens de vous raconter. En gros, j'ai fait plusieurs différents types de projets qui ont un peu validé le fait que j'avais envie de résoudre les problèmes d'orga. Notamment parce que je vais pas raconter la fin de l'histoire, mais là, sur ce projet très distribué, en fait, on a rencontré des problèmes à un certain niveau de planification qui sont un peu qui était un peu inédit à l'époque. En fait, en 2009, il n'y avait pas grand monde qui avait eu ce genre de scale-là, en tout cas en France. Et donc, moi, j'ai cherché un peu des réponses à droite, à gauche, en me disant, j'arrive plus à planifier. Pourquoi ? Parce que mes équipes étaient organisées en composants technologiques et qu'à un moment donné, pour sortir une fonctionnalité qui, elle, n'a que faire des composants technologiques, c'est une fonctionnalité business, devait traverser l'intégralité de ces couches technologiques, quoi. Et j'arrivais plus à planifier parce que y avait des équipes qui étaient sursollicitées, qui disaient attends, on se revoit dans 1 mois, 2 mois. Je dis non, moi j'ai pas 2 mois, comment on fait ? Et c'est là où en fait, à force de discussion et de lecture, je suis tombé sur un bouquin de Barsved et Craig Larman qui théorisait sur base de lean management la création d'équipes pluridisciplinaires. Qu'on appellera plus tard des feature teams, quoi. Et bien plus tard. Ouais, bien plus tard. Enfin, en fait, non, pas bien plus tard. C'est juste que ça a été connu plus tard. Mais les feature teams, c'est eux qui ont un peu coin le terme. Et il y a un papier dont je vous conseille la lecture qui s'appelle Feature Team Primer, qui a été écrit par eux. Ils étaient en train d'écrire leurs 2 gros bouquins, où ils en avaient sorti un, je crois. Et ouais, il y avait juste pas de littérature sur le sujet à l'époque, à part ce papier-là. Et quand je lis le papier, je dis, mais c'est exactement le problème que je rencontre. Je raconte ça aux équipes et aux tech leads qui étaient avec moi. Je dis, je pense qu'il faut qu'on essaye. Ils me disent, ok, on y va. Et on a retourné le plateau. C'est je pense, littéralement moins d'1 mois. On a pris tous les plateaux qui étaient .NETistes, Javaistes. T'étais dans une near-death expérience là? Ah ouais, on était en plein dedans. C'était le fameux projet. Et il y avait un deadlock. À ce moment-là, Ah oui. En fait, c'était affreux. On avait beaucoup de gens, beaucoup de prestations aussi, et on n'arrivait pas à leur donner le boulot qui était le plus important. Donc du coup, on était un peu
stuck avec beaucoup de force vive, mais un peu l'incapacité à planifier les choses qu'on allait faire. Et donc du coup, on a redistribué complètement les compétences en faisant 3 grands pôles orientés sur vraiment le métier de la presse et du tabac, mais avec à chaque fois des compétences de chaque stack technologique. Donc en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui classiquement sous le nom de feature team, de squad, crew, whatever, enfin ce qu'on peut entendre. Et Spotify n'avait pas sorti ses jolies vidéos à ce moment-là, quoi. Et donc vraiment, moi je conseille rudement la lecture de ces 2 bouquins de Larman et Woed, qu'on fait un framework qui s'appelle Less aujourd'hui. Je pense qu'il y a moins de trucs sympas à en apprendre, mais les 2 premiers sont très fondateurs et moi ça m'a éclairé, quoi. Donc 2010, je fais ça avec des gens brillants et qui n'ont pas peur parce qu'on était dans... Il y avait. Voilà, il n'y avait pas d'autre choix. Et ça a plutôt marché, c'était trop cool. On a vraiment réussi à faire un truc très chouette. C'était très galvanisant aussi pour les équipes qui y sont passées. Parce que t'es pas en situation de crise là, si t'y vas, j'imagine ça freine des cas de fer. T'as Ouais. le responsable de l'équipe de test qui a l'impression de pas perdre son équipe. Ouais, ouais. Le responsable des PO c'est pareil. Enfin, j'imagine quoi. Hein, Enfin clairement, ça aurait pas marché s'il n'y avait pas eu ce moment qui galvanise tout le monde parce qu'il fallait le faire. Et en plus, j'avais pas de référence auquel me raccrocher pour pouvoir dire regardez, eux ils l'ont fait, ça a bien marché, quoi. Il n'y avait pas autant de littérature ni de retour d'expérience, donc on allait jouer les apprentis sorciers, mais comme en fait il fallait le faire, on l'a fait et ça a plutôt marché, quoi. Et bref, donc passé ce moment-là, j'ai eu envie d'essayer de le refaire dans d'autres endroits, et soit c'est des endroits qui étaient très sinistrés avec des grosses crises, soit des pure players. Donc du coup j'ai continué à le faire avec plutôt des pure players en rencontrant et travaillant avec des boîtes comme Mythic, Viadeo, et de fil en aiguille, j'ai voulu traverser le miroir. Je me suis dit bon, c'est cool, mais j'ai plus envie d'être celui qui chuchote à l'oreille des décideurs, et j'ai envie d'être celui qui assume la décision et qui l'amène jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'amène à 10 ans plus tard à quitter Octo. Ah ouais, t'as quand même fait 10 ans Ouais. de conseils Ouais. avant de. Ouais, Ok. c'est une grande page d'histoire. J'ai fait plein d'autres choses. On a monté une boîte en interne dans laquelle on s'est un peu appliqué nos propres principes de très lean startup, mais en intrapreneuriat. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers chez Octo. Et j'en suis sorti en me disant maintenant j'ai envie de faire CTO pour un pure player, parce que c'est là où je pourrais réellement déployer mes convictions et puis assumer mes conneries. Et je suis allé chez Vidressing, donc marketplace de seconde main de mode, en 2015. Avec ce mandat de passer à l'échelle. Le marché de la seconde main commençait vraiment à prendre son essor en France. Il y avait un concurrent qui était né presque au même moment que Vidressing, qui s'appelle Vestiaire Collective, qui a connu une histoire et qui connaît toujours une histoire un petit peu plus géniale, pour être très honnête. Et donc ouais, j'ai traversé le miroir à ce moment-là, et super aventure, assez inédite pour moi, puisque je venais plutôt pour faire du scale. Et quand j'ai ouvert le capot, après les avoir rejoints, en fait, on s'est regardé avec la directrice produit fraîchement nommée, et puis on s'est dit, mais là, on va pas scaler, quoi. Il y avait vraiment une dette technique d'un niveau assez inégalé, qui fait qu'on n'arrivait juste plus à sortir de fonctionnalités. Et donc du coup, on a dû remettre tout à plat pour pouvoir continuer à avancer. Donc c'est parti sur une refonte en fait. C'est parti alors sur une refonte avec cette espèce de schizophrénie. Enfin, moi j'aime pas les prises d'otages où on dit bon ben voilà, sorry mais c'est fini, là on fait plus de produits pendant 12 ou 18 mois, on va faire une refonte complète de la tech. Surtout sur une startup, ça marche pas trop. Enfin, t'as pas les reins pour tenir autant de temps sans faire de fonctionnalités, quoi, qui viennent généralement t'amener un peu de revenus additionnels. Du coup, on décide d'une stratégie un peu plus business orientée, toujours, avec la directrice produit, et on se dit, on va créer une nouvelle fonctionnalité, mais sur la plateforme cible vers laquelle on migrera tout ce qui ne fonctionnait pas bien, quoi. Donc en gros, on s'est créé un peu une espèce de plateforme parallèle qui était celle sur laquelle on allait miser avec les bons standards de qualité et qui fonctionnait correctement. Ça nous permettait en parallèle de proposer une nouvelle fonctionnalité, en l'occurrence une nouvelle fonctionnalité de paiement, qui nous permettait d'attirer plus de personnes. Notamment, il faut avoir des facilités de paiement dans le monde de la seconde main, et notamment de la mode avec des produits high-end. Enfin, acheter un sac Céline, t'as une conversion à l'achat largement supérieure quand tu proposes du paiement en 3 fois que quand tu proposes juste du paiement comptant avec ta CB, parce que ça coûte très cher.
Et donc, du coup, on a travaillé comme ça, en équilibrant un peu d'un côté des besoins business et le refactoring technique. J'imagine que l'un des risques quand tu prends cette organisation-là, business oriented, c'est de se dire, ok, est-ce que je décommissionnerai un jour l'autre truc, quoi. Ben on a fait plusieurs choses avec l'équipe. J'avais fait un talk là-dessus qui s'appelle un CTO paye toujours ses dettes. Je vous laisserai la référence. Et pour le coup, ce qu'on a fait, c'est que on a eu une maxime qui était très très importante, qui est devenue un peu le motto de tous les devs, qui était on a appelé le legacy le monstre, et la règle numéro 1 était on donne pas à manger au monstre. Et pendant plusieurs mois, en fait, dès lors où on avait un dev qui devait a priori se faire sur la plateforme legacy, on y réfléchissait vraiment à 2 fois en disant ok les gars, je crois que je vais donner à manger au monstre aujourd'hui, je le fais en pleine conscience parce que sinon on va jamais le tuer. Et en fait, pas à pas, on l'a un peu affamé ce monstre et coupé ses racines pour aller vraiment sur la nouvelle plateforme. Ça nous a pris du temps. On a réussi à remettre la plateforme d'aplomb. Et quand tu arrives chez Vidressing, que tu soulèves le capot, la responsable produit, elle arrive aussi ou elle est là depuis longtemps? Non, la responsable produit, elle arrive en même temps que moi. D'accord, ok, donc vous faites un constat commun, quoi. T'arrives pas en disant, en étant attendu, il arrive pour scaler. Non, en fait. Puis déception pour la responsable produit, quoi. Non, la responsable produit arrive avec moi, elle est un peu déçue, mais en même temps, on se connaissait un peu du passé, on s'était déjà croisés, et en fait, elle avait une appétence forte pour la tech, en fait, elle comprenait bien ça, et elle avait déjà croisé des moments difficiles où, en fait, la tech n'était pas sur un socle suffisamment consistant pour faire du produit, elle savait que ça servait à rien de s'obstiner, et qu'au contraire, il valait mieux faire tout ce qu'il fallait pour remettre d'aplomb la plateforme et pour pouvoir mieux rebondir derrière, sinon on pourrait rien faire, quoi, ou on construirait sur du sable. Donc ça, c'est plutôt un atout, parce que quand on est dans ces situations-là, on n'a pas le temps de s'engueuler avec sa contrepartie produit, quoi. Au contraire, il faut être très soudé, et ça a été le cas. Et donc du coup, on s'est lancé là-dedans. On a eu des conversations un peu difficiles avec les VC, quoi. Il a fallu leur expliquer. Je pense que j'ai un deck de slides qui fait partie un peu des objets que je garde à portée de main, parce que ça me rappelle ce qui se passe quand on a des très 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 mauvaises nouvelles annoncées à des fonds. Et donc du coup on a dû annoncer ces nouvelles-là et surtout essayer d'être rassurant et puis de vulgariser, parce que quand on passe plus de 10 minutes à expliquer pourquoi des choses techniques sont pas très correctes à un fonds, il dit ok, mais on peut reparler du business s'il te plaît. Et donc il a fallu vraiment faire un gros exercice de style et de vulgarisation. Et ça s'est plutôt bien passé, ils ont compris, et puis on a avancé. On a plutôt perdu le momentum, pour être très honnête, business, parce que on allait moins vite que les autres à ce moment-là. Mais c'était une super bonne expérience, parce que on a été très très pragmatique. Et un des éléments assez clés de cette histoire, c'est que fin 2016, le DG change d'aventure. Concrètement, je pense qu'il était venu pour du scale, et comme on n'était plus dans un scale si effréné que ça, c'était moins son histoire, quoi. Et en fait, les fonds nous disent en gros, si vous voulez, en gros, on leur dit nous, on est ok pour continuer, mais on continue tous les trois. Donc tous les trois, c'était le DAF, la directrice produit et moi. Et pas si vous nous mettez quelqu'un qui vient de nulle part pour prendre la direction de la boîte, quoi. Là, on est en train de la remettre à plat. On n'a pas envie de passer du temps à. Et donc, du coup, ils disent ok, banco, et on reprend la direction de la boîte à 3. Et ça, c'est plutôt une des expériences assez incroyable que j'ai vécu, qui est j'ai moins fait mon job de CTO parce qu'il était on track sur ce qu'on était en train de remettre à plat, et par contre j'ai fait un job sur du CEO like, quoi. à 3. Prendre des décisions à 3, c'est pas easy, mais en fait on était très complémentaires et ça marchait plutôt bien, quoi. Et puis surtout gérer des fonds, quoi. C'était la première fois vraiment que je découvrais ce que ça voulait dire d'interagir avec 3 fonds différents, de savoir quand est-ce qu'il allait falloir relever ou pas. Et donc, super expérience. Il y avait 3 fonds. Il y avait 4 fonds même. Ils étaient, j'imagine, pas tous alignés sur objectifs, attendus, enjeux. Fallait les réaligner. Ouais, fallait un peu les réaligner, mais en fait, la situation faisait qu'en fait, ils s'alignaient assez rapidement. Je vais faire très court, hein. Quand en fait, t'es en train de louper ton virage de l'hypercroissance, en fait, le réalignement, c'est la renta. Donc ça met tout le monde d'accord assez vite, en fait. C'est-à-dire que la seule question, c'était à quelle vitesse on pouvait atteindre le point zéro. Le point zéro le plus vite possible. Et ça, c'était les conversations qu'on a eues avec eux. Je pense qu'on a eu 6 mois, on a dû acheter un peu la confiance des fonds pour leur montrer qu'en fait, cette codirection à 3, elle faisait du sens.
Et ça a marché. On a beaucoup, beaucoup transpiré, quoi. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé quelques années plus tard à aller chercher de l'argent pour faire une nouvelle levée. Et en cours d'exercice de levée, en fait, on ouvre la porte éventuellement à une acquisition. Et c'est là où en fait on a rencontré Le Bon Coin, qui a donc acquis Vide Dressing en 2018. Et probablement l'exercice le plus difficile que j'ai eu à faire de ma carrière de CTO, qui est de vendre une boîte. Mais c'était super, super enrichissant, quoi. Et je rejoins. Qu'est-ce qui est dur là, du coup? Qu'est-ce qui est dur? Alors déjà, la journée tu fais CTO, la nuit tu fais je vends la boîte. Énormément de choses. La learning curve en tant que telle, quoi. T'es pas formé à ça, c'est-à-dire que comprendre tous les rouages d'impact d'actionnariat, d'une table de capi, de savoir comment on va aller faire un audit. En l'occurrence, l'audit tech et produit, c'était plutôt easy parce que j'avais mon passé de consultant qui me rattrapait. J'avais déjà préparé des gens à ce genre d'audit où je les avais menés moi, donc je comprenais les mécaniques. Par contre, les audits financiers, sociaux, legal, ça c'était autre chose que je découvrais et on le faisait tous les trois en même temps, Ah quoi. ouais, c'était pas le DAF ou la DAF qui. Il y avait du boulot pour tout le monde, donc on s'y mettait ensemble et voilà, on l'a fait en tant que trois co-dirigeants. On a affronté la tâche, quoi. Donc ça, plus faire un roadshow. Quand tu l'as jamais fait, t'es en train de l'apprendre à tes dépens. Tu découvres un peu les rapports de force. C'est hyper différent de faire un roadshow quand tu peux bomber le torse en disant j'ai des résultats incroyables. Et d'autres situations où tes résultats sont ok, mais pas si fous que ça, quoi. Donc c'est un autre rapport de force, on va dire. Donc ça, je l'ai appris, quoi. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Et l'histoire se solde plutôt bien puisque on est racheté par Le Bon Coin. Nous d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on n'était pas fondateur de Vide Dressing, donc on n'a pas un rapport aussi. Il n'y a pas d'affect, quoi. Vraiment. Bon, il y en a un, mais il est pas pareil, quoi. On est plus froid en fait dans nos rapports. Par contre, j'imagine que tu bosses à la revente de la boîte, mais dans la revente de la boîte, probablement à horizon 12-18 mois derrière, ton poste il saute, quoi, ou pas? Ouais, alors en fait. Ou c'est des choses qui se discutent du coup quand tu le. Ouais, c'est des choses dont tu parles assez vite en fait. Mais le rationnel de rachat du Bon Coin, il est hyper sain en fait. C'est-à-dire que nous, on fait une place de marché dans le monde de la mode. Et donc c'est ce qu'on appelle du C2C, du customer to customer, avec une problématique qui est j'ai un vendeur qui a un bien, l'acheteur l'achète, et il fait transiter son argent sur la place de marché, et la place de marché agit comme un tiers de confiance. Et en fait, nous, très rapidement, on a construit ce qu'aujourd'hui tout le monde connaît, mais back en 2014, 2015, 2016, c'était pas si trivial que ça. On fait un porte-monnaie, en fait, qui en fait retient l'argent déposé par l'acheteur. Et une fois que le vendeur a envoyé le produit à l'acheteur et que l'acheteur dit c'est bon, il est conforme à ce que je voulais, je relâche l'argent au vendeur, quoi. Et donc toute cette dynamique transactionnelle de place de marché, là où avant, Le Bon Coin faisait globalement de la mise en relation et après te disait débrouille-toi pour faire avec l'argent, quoi. Le Bon Coin commençait à vouloir proposer des paiements en ligne pour faciliter ça. Et en fait, quand ils ont vu Vide Dressing, ils ont dit ok, vous savez comment ça marche. Ok, il y a le segment de la mode, c'est un point. Mais le vrai truc que vous savez faire, c'est du transactionnel et nous, on est en train de le faire. Et vous savez le faire à tous les niveaux des métiers. Vous savez faire du support client, vous connaissez les emmerdes que vous allez avoir avec, en customer care. Vous avez déjà géré ça, vous savez le faire d'un point de vue produit et tech. En fait, c'est ça qu'on veut acheter. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'histoire est géniale. En fait, c'est l'intégralité des collaborateurs qui arrivent avec leur savoir-faire et qui rejoignent les équipes du Bon Coin. Culture fit plutôt évident. Et on est rentré dans les équipes. Et moi, quelques mois plus tard, en fait, je m'occupais d'un groupement d'équipes dans le monde du transactionnel. Donc en gros, faire ça, mais au Bon Coin. Et la bonne nouvelle, c'est que la première mission qu'on a eue quand on est arrivé au Bon Coin, avec les équipes tech, c'était d'ajouter une fonctionnalité qui était la livraison via Mondial Relay qu'on avait développé chez Vide Dressing depuis un bout de temps. Et coup de bol, la livraison, c'est un périmètre très très faiblement intrusif dans ton système d'information, quoi. Une fois que tu dis j'ai un paquet à livrer et une destination, globalement ça marche bien. Et en fait, je me souviens, je crois on était racheté fin 2018 et je crois que avril-mai 2019, on roll out la fonctionnalité de Mondial Relay sur Le Bon Coin, quoi. Donc c'était la meilleure opportunité de rentrer dans le vif du sujet, de rencontrer les équipes qui nous ont accueillis super bien et
Donc on a plutôt une belle histoire d'intégration avec Le Bon Coin, parce qu'il y avait un très bon fit culturel et puis deux marchés qui sont les mêmes en vrai, c'est au delta près du produit, quoi. Et est-ce que vous aviez anticipé ou préfiltré les boîtes auxquelles vous vendriez, justement ou est-ce que c'est Ouais, pas quelque chose qui se... En fait, ce qui se passe globalement, c'est que tu vas déjà rencontrer les gens, tes pairs dans ton secteur, quoi. Donc tu sais que... Alors nous, on n'avait pas anticipé une vente, en fait. On avait anticipé une levée de fonds ou éventuellement une acquisition si ça faisait sens. En tout cas, nous, on n'était pas prêts à se faire racheter par un fonds de financier qui aurait eu la main lourde sur les coûts. Enfin, on n'avait pas récupéré la direction de cette boîte pour voir 50 personnes sur le trottoir post-rachat, quoi. C'était pas l'histoire dont on avait envie. Nous, on avait envie quand même de quelque chose qui faisait sens et où les collaborateurs s'y retrouveraient, quoi. Et c'est pour ça que on a rencontré les gens de notre secteur. Et puis les conversations avec Le Bon Coin ont abouti et c'était chouette parce que nous, on aimait bien cette histoire, quoi. Elle était logique, elle était plutôt chouette, quoi. Ok, et alors du coup, chez Le Bon Coin, t'y restes. Mais du coup, l'histoire est cool parce que Le Bon Coin, ils ont besoin de bras. Ils ont un scale incroyable à l'époque. J'y suis resté 4 ans pour avoir juste des chiffres pour vous donner un peu les proportions. Je rentre, je pense qu'on est 200, 225 à la tech. Je pars 4 ans plus tard, je pense qu'on est 600. Ah ouais. Parce qu'il y a eu d'autres achats et puis d'autres 600 croissances. à la tech. Ouais. Le Bon Coin, c'est beaucoup de produits en un. C'est un endroit pour acheter ta perceuse ou revendre ton canapé, mais c'est aussi un endroit pour acheter des voitures, vendre un appartement, trouver un emploi, louer des vacances. Donc c'est assez large. C'est des métiers tous très très différents. Et donc moi j'ai rejoint une entité. J'ai pris la direction d'une tribe. Donc une tribe c'est un regroupement de feature team. Donc eux ils avaient déjà fait leur virée en feature team. Et il y en avait déjà beaucoup, puisque je pense qu'il y en avait une vingtaine. Quand je pars en 4 ans plus tard, il y a, je crois, plus de 50 feature teams. À mon avis, aujourd'hui, c'est encore pire. Donc, c'est vraiment gros. Et clairement, moi, je prends du coup la direction d'une tribe qui est la tribe transaction, qui est justement celle qui permet aux gens de payer et d'être livrés dans les différentes verticales business, quoi. C'est hyper transverse. C'est hyper transverse, ça touche au paiement pour acheter tes vacances. On a intégré une solution d'achat en ligne de voitures d'occasion pour pouvoir justement proposer des moyens de paiement adéquats sur les véhicules. Et puis la grosse majorité du business qui est en train de prendre de folie, quoi, c'était j'achète en ligne avec ma CB, l'argent est séquestré sur Le Bon Coin et je prends une option de livraison du produit que je viens d'acheter, quoi. Donc vraiment une expérience incroyable, et puis surtout un terrain de jeu, moi qui étais fanat d'orga pour trouver les bonnes lignes de fracture pour créer une bonne équipe et voir comment ça marche. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup comme ça en France, des terrains de jeu. On crée des équipes vraiment à foison, quoi. Et puis une plateforme assez dingue, quoi, avec des technos. Le Bon Coin, c'est un terrain de jeu qui est assez fou, hein. Il y a à peu près un Français sur deux qui se connecte par mois, quoi. Donc quand tu mets en prod une fonctionnalité, t'as des frissons, il se passe des trucs, quoi. Nous, on est arrivé avec des fonctionnalités qu'on connaissait de vide dressing. Quand on les a fait sur Le Bon Coin, on a vu des taux d'adoption qui donnent un peu le vertige, quoi. Et donc non, c'est une très 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 belle boîte, et une super belle aventure, quoi. Et techniquement, c'est quoi les stacks qui sont utilisés? Au Bon Coin, c'est très Golang. c'est Le Bon Coin, gros Go, virage. Ils ont un passif PHP et C. Et en fait, ça, aujourd'hui, je pense que ça existe quasiment plus. Il y a toujours un morceau de monstre quelque part dans toutes les boîtes, quoi. Mais non, Golang, du Postgre, du Kafka, et voilà, et du React en front, okay. et de l'iOS et de l'Android, évidemment, pour les applications mobiles que tu peux avoir sur ton téléphone, quoi. Donc non, une stack plutôt moderne, et avec des défis assez incroyables, quoi, sur des animations d'équipe, coordonner une centaine de développeurs Go, c'est drôle, quoi. Il y a plein de choses à faire, quoi. Ouais, là tu as eu des sujets de scale, du coup. Ouais, des sujets de scale, d'archi, de formation, de management. C'est un cas d'école de scale-up, Le Bon Coin, quoi. Des murs, des succès, Ouais, des murs, des succès.
Les succès, franchement, c'est la boîte à elle-même, quoi. En elle-même, il y a une raison d'être, un produit dont tout le monde est un peu fier. Bon, la petite anecdote, c'est que j'ai jamais réussi à expliquer mon métier quand je faisais du conseil. Quand j'ai pris la direction de vide dressing, c'était beaucoup plus easy, quoi, de raconter mon métier. Et quand j'ai rejoint Le Bon Coin, j'ai arrêté de dire pour qui je bossais très rapidement parce que tout le monde voulait me dire bon, écoute, Hervé, il faudrait que je t'en parle. Mais j'ai eu un problème avec l'application et c'était l'enfer. Mes week-ends étaient infernaux, quoi. Je causais avec des potes qui me disaient ah, c'est toi la livraison, il faut que je t'en parle. En fait, tout le monde utilise le produit sur lequel tu bosses, donc c'est incroyable, quoi. Mais ça rend fier, quoi. Et les équipes très très fières. Les difficultés, des difficultés de scale-up, quoi. C'est-à-dire que les ambitions de croissance sont incroyables et du coup, t'embauches, tu crées des équipes. Il faut trouver effectivement des gens à recruter, mais surtout après, faut redoubler d'inventivité pour que tout le monde apprenne, ingère la culture et surtout la tech, quoi, pour pouvoir créer des équipes performantes. Et le vrai défi sur lequel j'ai beaucoup bossé et j'ai échoué en certains points, c'est créer de nouvelles équipes, c'est bien, mais en fait, dans notre métier, on peut pas se retrouver à 10 mains à écrire sur la même feuille du livre, quoi. En gros, il faut être capable de se distribuer le boulot et de le paralléliser, et c'est pas une mince affaire. Et ça a été un des trucs sur lequel j'ai pas mal capitalisé en termes d'expérience, où ça a pas marché et où moi je commence à trouver un peu des tips, quoi, sur la façon de le faire, mais j'ai recruté des équipes. À un moment donné, on a monté une deuxième équipe en disant c'est bon, elle va travailler sur ça, et en fait tous les mois il y avait des conflits parce qu'en fait les périmètres n'étaient pas si disjoints que ça et on n'arrivait pas à les faire paralléliser ensemble et ça s'entrechoquait régulièrement, quoi. Et quand tu fais du scale de cette force là, en fait c'est tout le temps que ça arrive, ça. Tout le temps, à moins d'avoir vraiment des produits extrêmement différents, mais quand en fait ton objectif c'est d'aller plus vite sur une code base que tu as commencé à écrire à 5, 10, 15, 20, 50, 100, en fait quand on rajoute, à un moment donné, ça marche pas, quoi. Faut les coordonner, faut découper à outrance. Faut éviter tout ce qui est overlapping à fond, quoi. C'est ça. Et donc du coup là, gros travail de fond avec toutes les équipes pour toujours essayer d'identifier les lignes de fracture architecturales et de voir si elles sont corrélées aux lignes de fracture fonctionnelles. Si c'est le cas, alors c'est cool parce qu'on peut déléguer une mission à quelqu'un, ça marche bien, les gens vont pas. Mais c'est rarement le cas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que tu essaies de shooter à un endroit où c'est à peu près OK. Et après, alors il y a des gens qui ont théorisé ça, hein, je vous invite à lire beaucoup Team Topology et ce qui a été créé autour de ça. Ça fait un peu gros mot, mais la manœuvre de Conway inversée, c'est-à-dire l'idée de dire OK, je sais que créer des équipes a un impact sur la façon dont je conçois le logiciel. Et ben là, je vais pas le subir, je vais le provoquer, c'est-à-dire que je vais le faire à un endroit où j'ai un overlap entre deux équipes, mais si je fais deux équipes disjointes, elles vont progressivement influencer l'architecture du code qu'elles manipulent pour en faire deux zones complètement disjointes. Et on a fait ça et ça a marché, mais c'est lent, c'est très très lent. Et ça fait mal parce que tout le monde te dit va plus vite. Et toi tu dis ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, on n'est quand même pas devant une near-death expérience, quoi. Et non plus. Exactement. Donc là, tu l'as ressenti que tu n'avais pas forcément ce levier pour toucher. Il y a une urgence business, mais on n'est pas en train de mourir, quoi. Bien au contraire. Mais là, en fait, le problème, il n'est pas tant de l'engagement, il est juste que j'aime bien cette métaphore, c'est la métaphore du bourrage papier. C'est pas parce que tu mets plus de papier dans l'imprimante qu'elle imprimera plus vite, quoi. Tu vois, donc faut attendre qu'on imprime, pas à pas, feuille après feuille, et là on va avancer. Mais il y a des chantiers de refonte de code qu'on peut pas accélérer magiquement, quoi. Ok, bon, mais pourquoi tu t'en vas, en fait? Ça a l'air bien. Déjà une rencontre, je connaissais un petit peu Batch à l'époque de Vidressing, on était parmi leurs premiers clients. Ça, c'est le clin d'œil un peu marrant, quoi. Absolument pas provoqué, quoi. C'est juste tiens, on se connaît. Et un jour, un peu envie de me dire que j'aimerais bien retrouver un peu ce thrill entrepreneurial de Vidressing, une équipe où tout le monde a un peu les mains dans le cambouis. Alors pour le coup, j'avais les mains dans le cambouis chez Le Bon Coin, mais envie de retrouver une taille plus petite, plus entrepreneuriale. Envie de prendre une position dans l'équipe de dirigeants pour l'impact, et notamment l'impact sur la culture. Un truc que moi j'aime bien, c'est participer à la construction des équipes et de la culture de l'entreprise, quoi. Et Au Bon Coin, elle était très installée, et elle était géniale d'ailleurs.
Mais j'avais un peu envie de pouvoir moi aussi m'y atteler, quoi, l'air de rien. Insuffler quelque chose. Exactement. Et en fait, Batch est en train de vivre un point, un peu un tipping point de son aventure. On en a parlé avec Antoine et Simon, et j'ai rencontré l'équipe de dirigeants. Et ça m'a bien plu, quoi. Donc, tu cherchais, avant de chercher du plus petite équipe, tu cherchais à avoir plus d'impact au niveau culturel, quoi. Ouais, c'est ça, parce que de l'impact, en fait, j'en avais un au Bon Coin, c'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, la tribe, c'était 70-80 personnes quand on était à fond. T'as beaucoup d'impact et t'as surtout une capacité à faire assez inédite, quoi. Et puis là, je parle que de ma tribe, mais la tribe, elle est connectée à d'autres tribes, donc t'as une espèce d'intelligence collective assez géniale au Bon Coin avec un niveau d'entraide fort. Et j'avais plus envie de pouvoir influer une position stratégique et puis peut-être, ouais, je pense vraiment retrouver cette envie d'impact avec une petite équipe de direction, quoi. C'est assez difficile à verbaliser, pour être très honnête, parce que j'ai pas prémédité mon départ du Bon Coin, c'est plutôt un échange de conversation qui m'a dit tiens, je crois que j'aimerais bien retrouver ce move-là, et l'aventure que me proposait Batch était plutôt chouette, quoi. J'avais le sentiment que j'allais amener quelque chose, que elle traversait une phase que je connaissais en termes de changement d'orga, et donc je me voyais bien aider, et en même temps la boîte venait de faire une levée, elle allait s'attaquer à un gros nouveau challenge qui m'intéressait bien, quoi. Bah, tu parlais justement de t'arriver à un moment de changement d'orga. Bon, alors, je fais une petite aparté, hein, mais comme j'ai reçu Antoine Guénard sur le podcast, bah, j'invite éventuellement les auditeurs à aller écouter on va pas trop revenir sur cette période-là, mais on va plutôt pas parler de ta période à toi, mais c'est vrai que Batch qui naît d'un pivot parce que AppGratis se pète la gueule du jour au lendemain parce qu'il y a un gars qui a décidé aux États-Unis de le virer de l'App Store. Ouais, Ton produit est mort du jour au lendemain. C'est une boîte, Batch, c'est donc le pivot d'AppGratis après cette aventure qui a une intensité dramatique assez incroyable. Donc c'est une boîte qui est un peu le phénix, quoi, on va dire. Et Simon ou Antoine ont abondamment raconté cette histoire que je trouve plutôt passionnante. Et moi, je rejoins la boîte plusieurs années après que globalement Batch ait trouvé sa voie et travaille donc oui, à ce qu'elle Batch, propose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça fait, ouais. Bon, en 2 mots, c'est une plateforme d'engagement marketing qui permet globalement de donner les moyens aux marques entreprises d'interagir avec leurs utilisateurs. L'idée, c'est vraiment de leur donner un maximum de pouvoir pour interagir au mieux de manière la plus intelligente. Nous, on s'est construit sur le canal des notifications, des push notifications sur les applications mobiles. Aujourd'hui, on ne fait pas que ça, on fait push notif, des notifications dites in-app, qui prennent le dessus lors de l'usage du téléphone pour donner des informations à son utilisateur, des push web. Et puis, à l'occasion de cette levée, j'arrive pour accompagner le changement un virage un peu structurant dans la boîte, qui est de dire maintenant on va plus faire que ces fameuses push notifications, on va amener un nouveau canal qui est celui du mail. Et en vrai, le vrai virage, c'est pas tant le mail que de dire maintenant, au lieu de considérer juste une application mobile et d'interagir avec une application installée sur un téléphone, on va considérer la personne qui l'utilise et essayer de travailler à lui envoyer des messages sur le canal le plus pertinent à un instant donné. Donc en gros, choisir au milieu des notifications et du mail maintenant comment je vais informer, échanger avec mon utilisateur, quoi. Donc voilà, on fait une plateforme d'engagement. Et moi, donc, je rejoins Batch pour faire ce gros virage de l'omnicanal et de la vision client unifiée, on va dire. Du coup, là, tu travailles sur quoi? Sur des briques un peu intelligence artificielle, data, pour savoir prédire à quel moment et comment il vaut mieux notifier. Ouais, alors ça, c'est une des possibilités. Ouais. Pour l'instant, on utilise assez peu l'intelligence artificielle, essentiellement plutôt... alors c'est un gros mot assez large, hein, l'intelligence artificielle, mais on utilise un petit peu de méthodes de machine learning pour faire des segments plutôt intelligents, quoi, ou pour accompagner dans l'identification de segments d'utilisateurs nos responsables de campagne marketing, qui sont en fait nos clients utilisateurs premiers. On est plutôt en train de faire nos enjeux ne sont pas forcément sur l'IA, nos enjeux sont sur le scale, parce qu'en fait quand on envoie une notification, il faut qu'elle arrive immédiatement après l'avoir décidé. Enfin, tu t'annonces pas 3 heures après tout le monde qu'il y a eu un but en finale de Coupe du Monde, ça fait désordre.
Mais tu sais que des fois, c'est chiant de les avoir trop vite. Ah oui. Je sais pas. Des fois, le match est gagné, mais t'es en décalage pour raison X ou Y sur ton téléphone ou quoi. Bon. Oui, il vaut mieux pas regarder son téléphone si t'es pas sûr d'être en real time. Ouais. C'est pénible ça, des fois. Ouais, je comprends, mais ça va continuer parce que j'ai pas l'intention de prendre du retard sur les envois de notifs. Mais ça, c'est vrai gros enjeu de batch, quoi. C'est envoyer rapidement, c'est le minimum, et puis proposer en fait une plateforme pour ingérer un maximum de données qui permet globalement de donner aux gens qui font des campagnes marketing la possibilité de choisir les segments les plus idéaux par rapport à la com qu'ils veulent faire, quoi. Donc notre métier, c'est vraiment d'aider à communiquer de la manière la plus efficace à ces destinations-là. Et le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est retourner le modèle de données pour qu'il soit centré sur la vue utilisateur. En gros, être capable de dire... Alors qu'aujourd'hui, il est centré sur quoi ? En fait, historiquement parlant, notre vue était centrée sur ce qu'on appelle l'install ID, c'est-à-dire l'identifiant de l'application qui est installée sur un device. Donc, il s'avère qu'on pouvait savoir que tu t'appelais Pierre si le client décide de remonter cette information parce qu'il veut faire, je sais pas, un message à tous les Pierres, par exemple. Mais sinon, le vrai identifiant, c'était quelles interactions tu as eues sur ton application mobile. Ce que nous, on cherche à faire aujourd'hui, ce qu'on propose maintenant aujourd'hui, c'est de dire l'utilisateur Pierre, il se trouve qu'il a 3 devices avec les applications XY qui sont dessus pour la marque donnée, hein, bien évidemment. C'est complètement étanche, tu ne peux pas savoir... les Échos ne peuvent pas savoir que le Parisien, c'est pas la même chose, quoi. Et donc, en gros, ça te permet d'avoir une vue très très claire des différents événements et de pouvoir déclencher des interactions intéressantes. Le cas d'école, très simple, quand on essaie d'expliquer, c'est le panier abandonné. Tu viens de mettre quelque chose sur ton téléphone dans un panier, tu n'as pas acheté. Mais peut-être que quand tu vas te reconnecter sur ta tablette le soir, parce que le soir tu vas plutôt utiliser ta tablette, on t'enverra une petite notif en disant « Hey Pierre, t'as un truc dans ton panier, ça te dirait pas de l'acheter ?» Et ben, ça te permet d'avoir une vision unifiée, centrée sur l'utilisateur, cross-device, cross-channel, quoi. Ça arrive beaucoup, ça ? Ouais, tout le temps. Ok. Un acte d'achat, il commence à un endroit et finit à un autre. Dans l'e-commerce, en tout cas, très fort, ouais. En pourcent... Enfin, vous savez le chiffrer, ça, en pourcentage ? Non, je saurais pas te dire, parce que les cas d'usage peuvent varier vraiment au niveau des différents secteurs, mais oui, c'est très courant d'avoir ce genre de journey d'utilisateur cross-device, cross-canal, ouais. Ouais, puis tu vas me dire, si c'est ne serait-ce que 2%, c'est déjà énorme, quoi. Ah oui, bien sûr. Et donc, amener le mail comme étant un dernier levier pour dire j'ai commencé à échanger avec toi par une notif, mais je finirai peut-être par un mail, c'est important, quoi. Voilà, donc ça, c'est le challenge avec lequel je rejoins Batch. Et du coup, organiser les équipes un peu différemment, puisqu'il y avait déjà eu ces lots de changements au gré de la croissance de la boîte. Mais la boîte était encore organisée en stack technique. Et finalement, c'est super bien pour démarrer une aventure, parce que généralement, ça crée des fondations technologiques assez fortes. Mais pareil, quand on veut se distribuer le boulot, parce que ça y est, on est plusieurs. Donc nous, aujourd'hui, on est une quarantaine, tech et produits inclus. On avait du mal à se distribuer le travail de manière efficace en restant centré sur une organisation basée sur les technos, quoi. Donc en fait, on a regardé notre métier. Quand tu dis une organisation basée sur les technos, c'est-à-dire que c'était quoi ? C'était l'équipe du front-end, l'équipe du back-end, l'équipe de la data. D'accord. Et donc après, charge à toi, product manager, CPO, CTO, d'aller faire tes courses pour coordonner tout le monde, savoir s'il y avait encore de la dispo ou pas dans telle équipe, et réussir à réunir le minimum de personnes nécessaires pour faire la fonctionnalité de bout en bout. Ça, c'est assez fatigant parce que en fait, il faut avoir une vue de qui fait quoi de manière très précise à tout instant si tu veux planifier correctement les choses. Donc là, tu resilotes plutôt par feature, quoi. Exactement. Et donc du coup, on n'a pas fait un truc incroyable. On a juste regardé le métier de Batch. On a regardé les composants de Batch pour essayer de trouver ces fameuses lignes de fracture les plus élégantes, on va dire, et autonomes. Et on a créé 5 équipes, 5 squads. Chez Batch, on appelle ça des squads. 3 product squads qui sont focalisés sur vraiment le métier que connaissent nos utilisateurs, à savoir une équipe qui ingère les données et crée la vue de profil, une équipe focalisée sur le moteur d'orchestration et de segmentation, donc comment j'orchestre mes communications et je segmente, et enfin une dernière qui s'occupe des canaux, donc qui envoie les messages et fournit aussi des outils de composition de ces messages, donc soit une composition WYSIWYG d'une push notif ou d'un email.
Et les deux autres, en fait, sont des plateformes qui viennent vraiment être en soutien, qui gèrent l'infra. Parce que chez Batch, on a une particularité, c'est qu'on opère nous-mêmes nos serveurs, on n'est pas sur un cloud public. Donc on n'utilise ni Amazon ni GCP. On est chez des hébergeurs qui proposent du bare metal et on gère nous-mêmes notre plateforme, quoi. Ah, c'est pas commun ça, hein. Non, ça vient avec son lot de contraintes, mais en même temps, ça apporte une belle promesse à nos clients qui est celle d'être maître de leurs données. Et la souveraineté de données, pour certains acteurs, c'est très important. C'est pas toujours super easy de se dire que quand on est dans le retail, on va aller stocker ces données sur AWS, qui est pas loin d'être ton concurrent, et de se dire que si tu ficelles pas bien ton contrat, tes données pourraient être consultées par quelqu'un aux États-Unis qui déciderait que c'est vraiment crucial de savoir ce qui se passe sur ta data, quoi. Et pour m'update, les chiffres étaient déjà dingues il y a un an en termes de. Ah, de volume? Ouais, de volume, c'était fou. Bon, les grands chiffres que je peux un peu donner. Alors, cette année, on pense qu'on va franchir le trillion de notifications. Donc, ça envoie beaucoup. Et, sur une année? Sur une année, ouais. Donc, on envoie de plus en plus de push notifs, hein. C'est vraiment le quotidien. Alors, il faut envoyer la bonne et pas de manière intrusive, genre les bons niveaux de pression. Mais bon, la croissance de nos clients font que voilà, ça marche bien et c'est assez énorme, assez vertigineux. Et en termes un chiffre un peu intéressant, c'est on ingère 50 milliards d'events par mois. Donc un event étant, je suis en train de remonter le fait qu'un utilisateur s'est connecté, un utilisateur a consulté une page, mis en panier, quitté le site, qui vont du coup s'accumuler dans le gisement de données qui est à disposition de nos clients pour pouvoir identifier des segments et ou des actions qui permettraient de déclencher un message. Donc ça, c'est assez gros, et surtout, c'est bien évidemment pas lissé du tout, donc ça veut dire qu'il faut être capable de gérer des bursts d'ingestion de données assez forts. Et ça, c'est... T'as des exemples de moments... Ouais, il y a des moments... Bah, en fait, il y a deux grandes familles de moments qui génèrent des bursts, en fait. Ceux que tu prévois et ceux que tu prévois pas. Donc, ceux que tu prévois, la Coupe du Monde... Ouais. Tu sens que ça va venir, tu vois. T'es un peu prévenu qu'il y a un truc qui va se passer. Et puis, jour après jour, tu vois qu'a priori, il y a un truc sympa pour les Français qui est en train de se présager. Donc, ça va drainer de l'audience. Donc là, tu gères un peu tes machines. Je le rappelle, on fait du bare metal. Donc, on n'est pas en train de faire juste, tiens, je vais appuyer sur un bouton et automagiquement, Amazon ou Google va me donner beaucoup de serveurs. Donc, il faut que tu réfléchisses avec ta somme finie de machines et de ressources que tu as à un instant T et de voir comment tu vas les réagencer. Donc, en fait, on a un grand exercice de réagencement quand on sait qu'on a des pics très inédit de charges telles qu'une Coupe du Monde. Et après, il y a du pas prévu. Et le dernier en date, pour être honnête, c'est décès de Reine Elisabeth. Le décès de la Reine Elisabeth, même si on imaginait que ça allait pas durer éternellement, personne ne savait que ça allait arriver quand ça allait arriver. Et donc du coup, on a pris un pic de charge incroyable parce que déjà tous les sites de news, quoi, et on vient beaucoup du monde des sites de news où on les accompagne, et donc ça a généré des échanges, des reportages, des push notifs dans tous les sens avec un burst à l'annonce, quoi, qui était assez violent. Et on était plutôt content parce que on a pris un coup de bourre, mais on l'a ingéré, il n'y a rien qui est tombé, on n'a rien cassé, et on a délivré en temps et en heure les choses. Nous, un de nos des grosses métriques de monitoring, c'est ce qu'on appelle chez nous le drift, qui est en gros le drift, c'est le temps qu'on met à ingérer et à envoyer un message à un instant donné. Donc en gros, c'est le retard, si j'essaie de le dire autrement. Donc on monitore sur tous nos chaînes d'ingestion et d'envoi le retard que l'on prend, et on raise un maximum d'alertes si à un moment donné on franchit sur un élément de la chaîne un retard qu'on estime être anormal. Donc généralement on parle de secondes, grand maximum de minutes. Et si vraiment soudainement, parce qu'il y a eu soit énormément de remontées d'infos ou beaucoup d'envois simultanés, on peut voir tout simplement une file d'attente se créer. Il va falloir être un petit peu inventif pour s'assurer que ça se passe bien, quoi. Et tu dis là, il n'y a rien qui est tombé. Il y a des moments où c'est tombé. Ah ouais, il y a des moments où ça tombe bien, ouais. Alors en fait, tomber, c'est relativement rare. Ce qui se passe, c'est plutôt des congestions, en fait. C'est-à-dire, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que
Tu mets en file d'attente, quoi. Pour une raison X ou Y, un événement va générer beaucoup de volume et aussi beaucoup de complexité de traitement. Et on va prendre du temps pour faire le traitement. Et plus on prend de temps, plus la file d'attente augmente. Et du coup, tu as des effets de yo-yo un peu à tous les endroits de tes queues, en fait, dans ton architecture. Et c'est ça qu'il faut essayer de régler le plus vite possible, quoi. Ça peut aller jusqu'à casser des machines, quoi, avec des nodes qui tombent. Mais globalement, on est plutôt bien loti. On a une plateforme qui est hautement résiliente. On fait du cube pour toute la partie compute. Les architectures on fait du Kafka et du Cassandra. C'est des technologies qui ont des patterns de résilience à la panne suffisamment éprouvés en termes de réplication de données ou de reprise sur incident. Et donc globalement, ça se passe bien. Mais par contre, on peut prendre des plombs sur des points de congestion forts. Et forcément, si à un moment donné, on se dit « Ah là, on a un problème, on n'envoie plus de push », faut pas qu'il y ait une grosse actu qui tombe à ce moment-là, parce que sinon, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être très, très, très mécontents, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres challenges techniques? Oui. C'est déjà pas mal. Hein, ouais, il y en a. Tu sais, rentrer dans le monde du mail, c'est un challenge. Il faut faire très attention au monde du mail. C'est un monde qui est assez différent de la notif dans le sens où il y a un concept de réputation et de délivrabilité dans le monde du mail. Donc en fait, si tu n'accompagnes pas tes clients et ou que toi tu utilises mal ce médium, tu peux jouir d'une très mauvaise réputation et tes messages ne seront pas délivrés dans les boîtes mail. C'est un monde aussi un peu parfois obscur parce que les providers de boîtes mail te disent pas toujours pourquoi ils ont décidé de considérer ton mail comme étant un spam, par exemple. Toi, tu peux très bien agir bien pensant et faire très attention, mais en fait, il y a un critère très pondéré chez un mailbox provider qui est différent d'un autre, qui fait que tu ne seras pas délivré, ou tu tomberas en spam pour une raison que tu ignores. Et ça, c'est un monde un peu particulier, quoi. Donc il faut apprendre à monter en compétences, à suivre très finement tes taux d'ouverture et ta délivrabilité pour pouvoir fournir un service de qualité à tes clients. Ouais, parce que en fonction du taux d'ouverture, tu arrives à savoir si tu tombes dans le spam ou pas. Bah, tu as certains providers qui te le disent. Ah ouais, ok. Et qui te disent, bah oui, il y a un taux de spam. Donc là, tu le sais, il y a des erreurs qui sont plus ou moins cryptiques ou plus ou moins claires. Et puis certains ne te le disent pas. Certains ont des comportements différents. Ils vont mettre du temps à accepter que tu envoies tous tes mails. Donc il y a un certain nombre de... Chaque mailbox provider a un peu ses stratégies de protection de ses utilisateurs. Hein. Tout ça part d'un très bon sentiment. Mais voilà, quand tu envoies des centaines de milliers ou des millions de mails dans un laps de temps très court, si tu t'es pas encore fait une bonne réputation, les mailbox providers te regardent un peu bizarre et te disent t'es pas en train de faire un truc pas bien. et donc il faut que tu fasses attention à tout ça, quoi. Donc c'est un autre jeu. Donc ça, c'est un gros challenge. Et ça fait depuis la fin de l'année dernière qu'on commence à envoyer des mails, donc ça y est, on commence à... Vous commencez à avoir les problèmes et à trouver des solutions. Et à trouver des solutions, et ça commence à mieux se passer, quoi. Mais c'est aussi passionnant de rentrer dans ce nouveau terrain de jeu. Et surtout d'être un petit David au milieu des Goliaths qui sont installés depuis très très longtemps dans le jeu du mail, quoi. Parce que autant dans la notif, on est plutôt pure player des early days, mais... Tu penses auquel? Mailchimp, Neolan, Alors Neolan, ils n'existent plus, mais Neolan c'est Adobe, donc ouais, oui, voilà, Adobe. Je suis dépassé. Non, au contraire, c'est une super fierté. Hein. Quand même, Neolan, c'est la solution qui a été rachetée par Adobe et qui est un des énormes clients, des fournisseurs de mail dans le monde, quoi. En gros, les deux Goliaths, c'est beaucoup Adobe Campaign et Salesforce. Qui sont des gros acteurs, et puis nous on arrive avec notre culture mobile un petit peu plus agile que ces grands Goliaths, et on rentre dans le mail, donc on y va progressivement, et on pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et si on fait bien notre boulot, il y a des acteurs en Europe qui seront très contents, et qui le sont déjà, de travailler avec nous, quoi. Ok, écoute, ça fait pas mal de challenges pour les mois et peut-être années à venir. Ouais, j'ai l'impression. Et tu viendras peut-être nous raconter dans 2 ou 3 ans comment ça s'est passé. Avec plaisir. Et avant ça, je te propose de passer aux dernières questions du podcast que tu connais, en fait, je pense. Que je connais. Ouais. Est-ce que tu as un proverbe qui t'accompagne? Ouais, j'ai un proverbe. C'est assez simple parce que je le répète régulièrement. J'ai mis longtemps à essayer de trouver qui avait dit ça, c'est pas très très clair. Ça n'est pas de moi, mais je me la suis approprié volontiers, qui est le produit, c'est l'équipe. Donc
tout le monde pense qu'on fait des produits logiciels. Moi, je fais des équipes qui font des produits logiciels. Et donc voilà, mon produit, celui que je fais, c'est de faire des équipes ou des équipes d'équipes. Donc le produit, c'est l'équipe. Ok. Est-ce que tu as un surnom ? Alors, pas particulièrement, sauf que professionnellement, oui. En fait, chez Octo, quand j'ai rejoint Octo, on te donne un numéro de badge et t'as un trigramme. Sauf que chez Octo, ce trigramme, il te poursuit assez longtemps. C'est un truc où, très vite, pour des raisons que j'ignore, en fait, on finit par arrêter de t'appeler Hervé. Et moi, mon trigramme, c'était HLO. Et donc, tout le monde m'appelait... notamment le DG de la boîte qui a contribué à ça, HLO, voilà. Donc, et en fait, ça m'a rattrapé. Et donc, il y a les gens qui, parfois, continuent de m'appeler comme ça. Et quand je reviens à des endroits où les connexions Octo sont plus prononcées que d'autres, on continue de m'appeler comme ça. Donc, j'ai un surnom qui est un peu le malotru du bureau des légendes. Bah, moi, c'est HLO. Voilà, c'est mon histoire. Ok. Et je crois que t'en as revu des anciens de Octo. Il y avait pas les 25 ans d'Octo il y a pas longtemps. Ouais, c'était assez incroyable. C'était un moment assez surprenant où Octo a fêté ses 25 ans et a fait le geste plutôt classe d'inviter un paquet d'anciens. Et quand je dis un paquet, c'est beaucoup, quoi. Je pense une très très grosse centaine d'anciens se sont retrouvés. Et ouais, c'était assez fabuleux de voir un peu tout le monde que j'avais pas eu pour certains depuis très longtemps, et à des jobs assez incroyables, de voir des beaux chemins de carrière pour chacun, et puis de voir surtout qu'en fait il y a cette espèce de magie qui opère encore, c'est-à-dire la culture initiale. Déjà personne t'appelle Hervé. Personne m'appelle Hervé. Je pense que quelqu'un qui m'appelle Hervé dit mais pourquoi tu fais ça, c'est étrange. Tout le monde sait qu'il s'appelle HLO. Donc effectivement, donc tu passes une soirée où on n'utilise pas ton prénom. Et par contre, bah voilà, une belle soirée qui est une belle démonstration de ce que c'est qu'une boîte avec une culture forte qui traverse un peu les âges, quoi. Bon bah top. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode ? C'est pas très très clair pour moi. J'ai l'impression que j'avais eu envie de faire une mauvaise blague de geek en disant que le premier épisode raconté par Antoine, c'était un nouvel espoir, quoi, sauce Star Wars. Donc est-ce que c'est l'Empire contre-attaque ? Je ne sais pas. Mais non, j'ai envie de répéter le produit, c'est l'équipe, parce que je pense que en fait, notre métier, en tout cas de CTO, c'est de faire des équipes qui font du software qui déchire, et donc on n'a pas d'autre produit à construire qu'une belle équipe, quoi. Donc tu retiendrais pas l'Empire contre-attaque ? Je sais pas, c'est un petit peu peur quand même, parce que du coup je ne sais pas qui est l'Empire, et ça me fait un peu peur. Ok. Bon, donc plutôt le produit, c'est l'équipe. Le produit, c'est l'équipe, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose ? Non, j'ai l'impression que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je crois pas. Ok, on a fait à peu près le tour, quoi. Ouais. Ok, et bah écoute, ça marche. Et bah je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'être venu raconter l'épisode 2. Et puis bah à très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Salut. Au revoir. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.